Chers amis, nous avons vu dans le chapitre précédent le contrôle linéaire du débit d'aspiration et de la fréquence de coupe. Nous avons besoin d'un troisième contrôle linéaire, c'est celui de la diathermie. Ce contrôle doit être linéaire pour adapter la puissance diathermique au vaisseau à coaguler. Mais il doit aussi être accessible de façon permanente, sans avoir besoin d'une activation spécifique, comme cela peut être le cas pour une injection de silicone ou l'activation du laser. En effet, quand on a besoin d'une diathermie, toute procédure intermédiaire va se traduire par une perte de temps pendant lequel le vaisseau va continuer à saigner. Il y a 20 ans, je travaillais avec l'Open de Cornéal, qui avait une pédale où un déplacement sur le côté gauche activait un contrôle linéaire de la diathermie combiné au contrôle du débit d'aspiration. Grâce à une canule aspirante diathermique, je pouvais, en me positionnant juste au contact du vaisseau, aspirer l'hémorragie et en même temps augmenter la puissance diathermique juste nécessaire au clampage du vaisseau. Vous imaginez le gain de temps considérable que cela pouvait apporter dans la rétinopathie diabétique proliférante. Nous verrons comment contrôler tous ces paramètres lorsque nous parlerons de la pédale. Nous avons besoin d'un système d'infusion de BSS. Et pour cela, vous avez deux systèmes qui s'affrontent. Une infusion par gravité et les systèmes de PIO. Je dis les systèmes car il y a plusieurs systèmes différents. Au risque de vous paraître conservateur, voire vieux jeu, je vous dirai que j'ai toujours préféré travailler avec la gravité. C'est vrai qu'avec la gravité, vous n'aurez pas exactement la même pression selon que vous aspirez ou que vous n'aspirez pas. Sur cet exemple, où le compte-gouttes d'infusion est placé à 60 cm au-dessus de l'œil du malade, le capteur de pression indique 46 sans aspiration et descend jusqu'à 34 lorsque l'on aspire à 13 cc minutes. Mais ce n'est pas si grave, d'autant que vous le voyez, en contrôle du débit, si on descend le vitréotome dans le miel, la pression va monter jusqu'à moins 600 mm de mercure, mais sans changer la pression intraoculaire. Il n'y aura donc jamais d'à-coupe pressionnelle, comme on peut le voir notamment avec une pompe Venturi lors d'une rupture d'occlusion. Le gros avantage que je vois à la gravité, c'est sa simplicité. D'une part, parce que ça ne tombe jamais en panne, mais aussi parce que l'opérateur comprend toujours ce qui se passe et en cas de problème, il peut y remédier. Il comprend tout naturellement que pour que l'œil soit hypotone lorsqu'il sort son vitréotome, pour éviter une incarcération vitréenne, il lui suffit de pincer la tubulure d'infusion 1 seconde avant de sortir l'instrument, puis de lever le pied sur la pédale. Car bien sûr, j'oubliais, la commande on-off de l'infusion doit bien sûr se faire à la pédale comme en phaco, même si on peut imaginer avoir une commande d'infusion continue pour certains cas très particuliers. J'ai toujours été frappé de voir des opérateurs qui, en cours d'intervention, avaient un problème de machine qu'ils ne savaient pas résoudre parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passe. La seule solution était alors de tout débrancher avec les conséquences d'hypotonie que cela sous-entend. Alors, c'est vrai qu'il peut être intellectuellement satisfaisant de placer une pompe péristaltique derrière une pompe Venturi, ce qui entre nous est un comble. Mais enfin, pour pouvoir estimer à peu près le débit que la Venturi aspire, pour pouvoir compenser l'infusion du même débit, ok, on peut aussi dans une voiture apprécier la pression sur l'accélérateur et en fonction du rapport engagé et de la vitesse du véhicule calculée grâce à un GPS, estimer quelle quantité d'essence il faut injecter au moteur, ok. Mais il faudra aussi réserver une place 1 semaine sur 2 chez le garagiste pour réparer les défaillances. Non. La seule façon simple, et je pense intelligente, si l'on veut assurer une pression oculaire
parfaitement constante est de placer un capteur de pression à l'intérieur de l'œil, par exemple au niveau du trocar d'infusion. C'est tout à fait faisable. Et ce capteur peut alors efficacement et sans risque d'accident commander une infusion active, comme un capteur Doppler branché sur une tubulure d'aspiration pourrait commander une Venturi pour travailler en contrôle du débit. C'est faisable. Mais, pour nous résumer, si je devais réopérer aujourd'hui, je travaillerais sans les systèmes PIO tels qu'ils sont proposés, pour des raisons de sécurité. Je ne donnerai pas de cahier des charges pour les systèmes d'injection ou d'extraction de silicone car j'en ai eu un usage tellement peu fréquent que je ne connais pas suffisamment de choses pour donner des conseils. Je ne dirai pas grand-chose non plus sur les systèmes d'éclairage puisque j'en ai déjà parlé dans un chapitre précédent, mais pour ceux qui utilisent un éclairage endoculaire, il est certain que le fait d'avoir une lumière peu toxique est un avantage. Il est vrai également que de pouvoir commander un laser à la pédale du vitréotome, même si pour des raisons de sécurité une double activation est nécessaire, éviterait d'avoir à se contorsionner pour accéder à différentes pédales et serait utile pour préserver la statique et le dos du chirurgien. Il en est de même de la cryo, car il ne faut pas négliger la cryo, dont le IVRS Hardy Study, vous l'avez vu, nous a montré la supériorité sur le laser dans beaucoup de cas, même lorsqu'une vitrectomie est pratiquée. Alors, il n'est pas obligatoire que le laser et la cryo soient développés par le fabricant de la machine. On peut très bien imaginer que la machine soit un assemblage de modules indépendants pouvant être changés et réparés indépendamment les uns des autres, mais réunis au niveau des commandes de la pédale. Et ceci nous amène à parler de la pédale de commande. Cette pédale est capitale dans le fonctionnement de la machine car elle va nous permettre de réaliser notre cahier des charges, c'est-à-dire d'exercer un contrôle linéaire, précis et simultané des fonctions fondamentales. Un contrôle linéaire, on connaît ça, c'est comme pour votre accélérateur de voiture. En voiture, s'il n'y avait qu'un rapport de vitesse allant de 1 à 200 km/h, on ne pourrait pas contrôler la vitesse entre 10 et 12 km/h. Le pied ne peut pas avoir ce degré de précision. Pour le débit, c'est pareil. Si vous avez besoin pour toute l'opération d'un débit allant de 0 à 12, le débattement de la pédale et la précision de votre pied ne vous permettront pas de contrôler entre 0,3 et 0,5 cc minutes. C'est pourquoi il faut établir des programmes différents. Par exemple, un programme central allant de 0 à 12 où l'on n'aura pas besoin d'une grande précision et un programme périphérique allant de 0 à 5 où là, vous aurez tout le débattement de la pédale pour choisir le bas débit désiré. Pour la fréquence de coupe, c'est un peu plus compliqué car on peut avoir besoin d'une basse fréquence de 1,5 ou 1 coup par seconde ou d'une fréquence de 20 coups par seconde, soit 1200 coups minute, à chaque moment de la procédure. Le moyen d'y parvenir, c'est d'avoir un contrôle de fréquence logarithmique en fonction du débattement. En effet, s'il est utile de contrôler entre un coup toutes les 2 secondes et 1 coup seconde, il n'est pas utile de contrôler entre 19 et 19,5 coups secondes. Maintenant, pour contrôler ces fonctions de façon indépendante et simultanée, je ne connais qu'un seul moyen, c'est d'utiliser la pédale bilinéaire que j'ai développée avec Antonio Beretta de Opticon en 1984 et pour laquelle je n'ai jamais posé de brevet. Ce concept a été repris par tous les fabricants européens et par Bausch & Lomb, enfin Stork à l'époque, mais pas par Alcon qui avait peur de rentrer en conflit avec Bausch & Lomb, à tort puisque cela existait depuis 1984.
Voici ce que j'avais sur la pédale de la machine Opticon ou de Cornéal. En face, dans l'axe de la pédale, était la commande du débit. Il y avait une position de repos assez ferme, avec au talon le reflux faisant tourner les rouleaux de la péristaltique à l'envers. Si l'on appuyait en avant, il y avait un premier cran qui commandait l'ouverture de l'infusion, puis un débit linéaire sur toute la longueur de débattement de la pédale d'à peu près 10 cm. Sur un des côtés, gauche ou droite, selon qu'on soit droitier ou gaucher, il y avait le contrôle de la coupe sur un débattement de 10 à 12 cm environ, jumelé avec le contrôle du débit. Ainsi, l'opérateur pouvait choisir par exemple un gros débit avec une coupe rapide pour la vitrectomie centrale ou avec une coupe ou une absence de coupe pour aspirer le bleu ou une coupe lente, ou un petit débit avec une coupe lente pour enlever avec précision les fibrilles périphériques, ou avec une coupe rapide pour grignoter un voile proliférant. Le contrôle des fonctions était simultané et indépendant. Sur l'autre côté, il y avait le contrôle de la diathermie, couplé lui aussi avec l'aspiration, ce qui permettait, comme on l'a vu, grâce à une canule diathermique, d'aspirer une hémorragie tout en coagulant le vaisseau petit à petit. À gauche et à droite, il y avait 6 boutons, dont 4 principaux. Un bouton on-off pour l'infusion permanente, un bouton pour passer au programme suivant, un bouton pour monter ou descendre la potence d'infusion et un bouton pour actionner la cryo et permettre donc de réaliser la technique de Jean-Paul Amar qui consiste à faire une cryo en cours de vitrectomie afin de pouvoir aspirer les cellules pigmentaires expulsées. 2 autres boutons étaient disponibles pour d'autres fonctions à la demande. Pour bien faire, enfin, il faut que cette pédale soit réglable en hauteur de façon à la mettre à la même hauteur que la pédale du microscope afin de sécuriser la statique vertébrale du chirurgien. Il est dommage qu'aujourd'hui, aucun des 3 principaux constructeurs de machines ne vous propose une pédale permettant de contrôler autant de fonctions de façon indépendante et simultanée. Ce qui n'existait pas, par contre, en 1984, c'était la capacité qu'on a maintenant, grâce aux écrans tactiles et à des ordinateurs intégrés, de fabriquer des programmes différents personnalisables selon les besoins des différents chirurgiens. Chacun peut ainsi établir ses propres programmes en choisissant même des options qui lui sont proposées sur la vitesse de montée en vide ou en débit. Ça, c'est surtout utile en phaco, beaucoup moins en vitrectomie, car il est peu fréquent qu'on soit vraiment en occlusion. Il y a par contre un développement que j'ai fait faire à Dork qui est intéressant car il permet à la machine de dire à l'opérateur quelle est la viscosité du fluide dans lequel il est en train de travailler. Une gamme de sons, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, est attribuée au niveau de vide en temps réel. Ainsi, pour un même débit que vous connaissez puisqu'il dépend de la position de votre pied sur la pédale, le vide qui sera nécessaire à obtenir ce débit ne sera pas le même selon que vous êtes dans le vitré ou dans le BSS. Le son étant connecté au niveau de vide, vous entendrez tout de suite, en fonction de la note, si vous êtes passé du vitré dans le BSS. Vous pouvez donc tout de suite savoir si, par exemple, vous voulez faire un peeling, et bien s'il reste de la hyaloïde adhérente ou s'il n'y en a plus. Voici un exemple de ce que ça donne. Et pour une meilleure compréhension visuelle, j'ai choisi une hémorragie du vitré. J'aspire à 11 ou 12 cc minutes et le vide qui est nécessaire à obtenir ce débit est de moins 400, moins 450, voire moins 500 mm de mercure. J'entends ce niveau de vide de la même façon qu'un conducteur de voiture non électrique entend le niveau de son moteur. Puis, subitement, bien que je n'ai pas changé de débit,
j'entends le son du vide qui baisse, m'indiquant que je suis passé dans le BSS. En effet, la dépression est descendue toute seule à des niveaux de moins 100 voire moins 70 mm de mercure. Je sais donc que ma vitrectomie centrale est faite et je peux changer de programme et commencer mon premier tour de vitrectomie périphérique avec un maximum de débit de 5 cc min. Ah, voilà du vitré. Et le son monte, en même temps que la dépression, même si je suis, comme ici, dans du vitré plus postérieur, non hémorragique, que j'aurais pu ne pas voir. Le son me guide et me dit « il faut insister ». Je finis donc mon premier tour et passe au deuxième tour périphérique, le tour de précision, pour enlever les dernières fibrilles avec une coupe beaucoup plus lente. Ah, voici un peu de vitré périphérique qui entraîne des petits changements de son. La vitrectomie sera bien vite terminée. Ça peut être très utile, croyez-moi. Voici donc le cahier des charges que je voulais vous donner. Comme vous voyez, rien de bien compliqué. Vous pouvez donc noter les spécificités qui vous semblent intéressantes et vérifier quel fabricant coche plus ou moins de ces spécificités. À vous de jouer, mes amis. Dans le prochain chapitre, nous parlerons des paramètres à utiliser à chaque moment de la vitrectomie. À bientôt.